Bonjour à tous, c'est Professeur Missou. Ce cours est destiné aux résidents de néphrologie. J'estime que ce cours d'actualité en physiopathologie pour les LGM est le cours le plus difficile qu'il y a dans le programme d'EMS. Donc je vais essayer de simplifier, c'est pour ça que j'ai choisi de le faire. Je vais essayer de simplifier pour vous aider à intégrer les informations de ce cours particulièrement difficile. Il faut savoir que la membrane de filtration n'est pas une membrane statique, c'est une membrane dynamique qui bouge. Donc il faut imaginer les podocytes comme des enfants qui se tiennent la main et qui vont bouger ensemble comme une vague. Le podocyte avec son podocyte adjacent vont être en contact. Il faut voir ici qu'il y a une molécule qui s'appelle la néphrine. Cette néphrine est une protéine transmembranaire. Donc, lorsque la membrane de filtration va bouger, les néphrines des podocytes adjacents vont se frotter. Et ce frottement entre néphrines va entraîner une activation de la néphrine. Donc, la néphrine est une protéine transmembranaire. Elle va phosphoriliser sa partie intracytosolique, intrapodocytaire. Et cette phosphorylisation va entraîner des voies de signalisation. Donc ces voies de signalisation intracellulaires vont avoir plusieurs conséquences. D'abord, la phosphorylisation va entraîner une fixation et une consolidation entre le couple néphrine-podocine. Cette consolidation de ce couple va entraîner deux voies de signalisation qui ont deux buts différents. Le premier, c'est l'activation des facteurs anti-apoptotiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque le podocyte, il va sentir qu'il est en contact avec d'autres podocytes, il va être rassuré, il va comprendre qu'il est dans un système. Donc, il va activer les facteurs anti-apoptotiques et il va survivre, il va continuer sa vie, son activité. Par contre, s'il ne reçoit pas ce signal, il va comprendre qu'il est détaché de la membrane de filtration, qu'il n'est plus dans son milieu ambiant, il va activer l'apoptose et il va mourir. L'autre voie de signalisation va aboutir à la réorganisation du cytosquelette. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce podocyte va avoir et consolider sa forme. Vous avez vu la forme bien typique du podocyte avec ses pédicelles, etc. Elle va être renforcée. S'il n'y a pas ce signal, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un effacement du pédicelle. Et c'est ce qu'on voit justement lors de la biopsie des syndromes néphrotiques avec LGM. Donc, les chercheurs sont partis de cette théorie que cette fameuse lésion LGM est secondaire à une altération du signal intrapodocytaire. C'est une théorie qu'ils ont prouvée et dans leur système de chercheurs, pour qu'ils prouvent une théorie, ils doivent l'intégrer dans le tableau clinique. Ça veut dire qu'ils doivent faire une relation cause à effet et expliquer tous les caractères cliniques et physiopathologiques de la LGM. Il faut savoir qu'au cours d'un syndrome néphrotique à LGM, il y a des caractères qu'il faut savoir. Il y a une inhibition de l'hypersensibilité retardée, toujours associée à ces syndromes néphrotiques lipoïdiques à LGM. Il y a une hyporéactivité au mitogène, donc les cellules lymphocytaires n'arrivent pas à se diviser. Et il y a des cellules lymphocytaires anormales qu'on ne voit pas dans d'autres pathologies. Ils sont à la fois TH1 et TH2, chose qui est inédite, ça ne se voit pas dans d'autres pathologies. Donc, ils ont essayé d'expliquer et ils ont commencé plusieurs équipes de recherche à faire chaque équipe dans sa voie. Et après, ils ont comme établi un puzzle pour avoir une idée générale sur la physiopathologie. Les équipes anglaises se sont intéressées aux perturbations de l'immunité innée. L'immunité innée, c'est la première immunité, c'est le premier barrage aux agents étrangers. Donc, ils ont remarqué et ils ont prouvé qu'il y a une perturbation de cette immunité innée vis-à-vis un stimulus immunogène qui n'est pas encore déterminé. Dans leur théorie, comment ils l'ont expliqué? En fait, l'être humain est de plus en plus en contact avec des antigènes dont il n'a pas l'habitude.
pas des antigènes, des particules. Et ces particules, ils ont été identifiées, ils suspectent tous les produits pétroliers, c'est-à-dire et on est entouré de plastique, on est entouré de fibres, et tout ça, et ce sont des molécules dont les anciens, les humains, les premiers humains n'ont pas été en contact, ils ne nous ont pas appris à réagir avec ces molécules-là. Et l'homme moderne, il est extrêmement et étroitement en contact avec ces produits. Et pour certaines populations, pour certaines parties de l'humanité, ils réagissent d'une façon anormale. Ce qui va développer des maladies auto-immunes, mais aussi des maladies rénales. Et vous allez voir, à fur et à mesure du cours, que la maladie à LGM est une maladie finalement pas du tout rénale, mais c'est une maladie du système immunologique. Donc, l'immunité innée anormalement excitée par une particule X va réagir d'une façon anormale et elle va avoir un profil cytokinique tout à fait inédit, tout à fait anormal. Au contact du podocyte, elle va l'inciter à sécréter et à exposer à sa surface une molécule qu'on appelle la B7. B7, c'est soit on dit B7, soit on dit CD80-86. Il est normalement exprimé au niveau du podocyte, mais lorsque l'immunité innée est comme ça perturbée, elle va entraîner une surexpression. Et cela, ça a été prouvé par des études. Regardez ici à l'immunofluorescence, on voit une surexpression entre un rein normal, un glomérule normal et un glomérule d'un patient. Vous voyez que le B7 est surexprimé. Donc, cette surexpression de B7 a une conséquence sur le podocyte, c'est une désorganisation du cytosquelette. Et ça va entraîner un effacement des petits cells et c'est un lit du commencement des lésions glomérulaires minimes. Il faut savoir que cette théorie qui a été prouvée explique autre chose, explique le fait que lorsqu'on a une infection virale, juste après, quelques heures, quelques jours après, on a une récidive du syndrome néphrotique. Le fait que c'est très court entre l'infection et la récidive du syndrome néphrotique prouve que le problème est dans l'immunité innée, puisque l'immunité adaptative, elle prend beaucoup plus de temps pour s'installer. Donc, déjà, cette théorie explique plusieurs choses. Explique l'effacement des pédicelles et explique aussi la récidive avec un intervalle très court du syndrome néphrotique avec une infection virale ou bactérienne. Mais cette théorie à elle seule ne peut pas expliquer tout le syndrome néphrotique à LGM avec tout ce qu'on a vu comme particularité, avec les particularités, avec la diminution de la division cellulaire et l'inhibition de l'hypersensibilité retardée et lymphocyte T à profil anormal. Cela a été expliqué par une équipe américaine qui se sont intéressés à ce dysfonctionnement des lymphocytes T. Donc, la théorie est qu'il y a un dysfonctionnement de lymphocyte T et de lymphocyte B par conséquence, parce qu'ils travaillent ensemble, et il y aura comme conséquence une production d'un facteur dit facteur de perméabilité. Ce facteur va pousser les protéines à traverser la membrane de filtration. Cette théorie ne vient pas de zéro, de néant. Ils ont eu des bases sur lesquelles ils ont commencé leur théorie. La première des remarques qui ont poussé à chercher un facteur de perméabilité ou le mécanisme de production d'un facteur de perméabilité, c'est les expériences. En fait, ils ont pris des reins de personnes ayant un syndrome néphrotique idiopathique, les nécroses lipoïdiques, LGM ou HSF. Ils ont pris ces reins et ils les ont greffés chez des receveurs indemnes. C'est-à-dire, ils n'ont aucune maladie. Bien sûr, ça se passe chez les rats, c'est pas chez les humains. Ils ont trouvé qu'il y avait une disparition complète du syndrome néphrotique à LGM. Ça veut dire que le problème ne réside pas dans le rein en lui-même. Par contre, lorsqu'ils prennent le surnageant des lymphocytes T de ces rats ou des patients atteints de syndrome néphrotique idiopathique et qu'ils les injectent chez d'autres personnes indemnes, ils ont remarqué qu'il y avait
qu'il y avait un syndrome néphrotique de nouveau, et ça va entraîner l'apparition de lésions de LGM. Autre chose, ces patients qui sont porteurs de LGM, lorsqu'on leur fait un échange plasmatique, c'est-à-dire lorsqu'on fait un échange plasmatique, il y aura une rémission certes temporaire, mais il y a une rémission. Ça veut dire qu'on est en train, avec les échanges plasmatiques, d'enlever quelque chose qui induit ce syndrome néphrotique. Il y a aussi dans l'histoire médicale un cas exceptionnel d'une maman porteuse de syndrome néphrotique à LGM qui a transmis ce syndrome néphrotique à son enfant. Donc, ce qui veut dire que la circulation fœto-maternelle a fait passer un produit qui est un facteur de perméabilité qui a entraîné un syndrome néphrotique chez cet enfant. Donc, toutes ces remarques ont poussé les chercheurs à penser qu'il y a un facteur de perméabilité circulant. Alors, ces chercheurs ont prouvé la cascade de réactions qu'on va voir tout de suite. Ils ont remarqué que les lymphocytes de ces malades-là, ils avaient une double voie. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois TH2 et à la fois TH1. Chose qui est anormale. Ça n'existe pas chez les autres personnes. Donc, ce lymphocyte T est perturbé. Il est à la fois excité vers la voie TH1 et à la fois excité vers la voie TH2. C'est une perturbation. Il va entraîner un profil cytokinique anormal. Qu'est-ce qui se passe concrètement? L'antigène qui va se lier au TCR, le TCR va voir cette particule. Il va juger que pour détruire ce corps étranger, il faut passer par la voie TH2, la voie de l'immunité immunale. Donc, il va produire le CMAF. Le CMAF, il va se lier à l'ADN pour produire ce qu'on appelle l'interleukine 4. Donc, c'est le promoteur. C'est lui qui va partir vers la partie exacte du génome pour commencer à transcrire et à produire l'interleukine 4. Le problème, c'est qu'en même temps, il y a une voie TH1. Normalement, dans un lymphocyte, c'est soit la voie TH2, c'est soit la voie TH1, pas les deux à la fois. Donc, la voie TH1 est anormalement excitée en même temps que la TH2 et ça va produire ce qu'on appelle le NF-κB. Le NF-κB, c'est le messager TH1. Donc, normalement, si un lymphocyte est excité dans la voie TH1, il va envoyer un message vers le noyau par le NF-κB pour produire les interleukines de la voie TH1. Donc, dans ce lymphocyte très contrarié, il y a la voie TH2 qui est amorcée. Donc, il produit le CMAF et il amorce une production d'interleukine 4. En même temps, la voie TH1 est activée, le NF-κB est produit et le NF-κB est un produit qui bloque le CMAF. Il bloque l'activité du CMAF sur le noyau. Ça veut dire que lymphocyte T va produire le CMAF, mais le CMAF ne peut pas transcrire l'interleukine 4 parce que le NF-κB est produit. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce lymphocyte T va augmenter le signal TH2. Et ce signal, plus il est augmenté, plus il est inhibé par le signal TH1. Donc, il va augmenter le CMAF, augmenter, et en même temps, il est en train d'augmenter le NF-κB. Donc, il va être contrarié. Il ne sait pas dans quelle voie il va partir. Est-ce que TH2 ou TH1? Ce profil cytokinique très particulier, c'est le CD4+, CD25+, il a une fonction suppressive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce lymphocyte T, il ne sait pas dans quelle voie il va partir, il va s'arrêter ainsi. Donc, il ne va pas se diviser. Et c'est pour ça qu'il y a une fonction suppressive. Il va arrêter sa division. Et ça explique qu'il n'y a pas une sensibilité hyper retardée, qu'il y a une hyperréactivité aux mitogènes. Maintenant, les lymphocytes T ne se divisent pas parce qu'ils sont bloqués dans un profil cytokinique anormalement mixte entre TH1 et TH2. Ils ne peuvent pas avancer vers la mitose. Donc, ce profil cytokinique anormal
va entraîner une désorganisation de la membrane de filtration.